Un portrait en lin, un étranger masqué et un secret que personne n'ose mentionner. Bienvenue à Conte policier. Je suis votre hôte Charles. D'où venez-vous? Laissez-moi un commentaire, je le lis tous. Commençons le mystère. C'était une de ces splendides journées d'été anglaises, de celles qui semblent retenir leur souffle juste assez longtemps pour donner l'impression que le monde est suspendu dans une douce chaleur dorée et une douce civilité. Dans le village de Bardsley Hollow, niché entre deux crêtes de thym sauvage et d'aubépine, la fête annuelle du jardin du presbytère battait son plein. Des tentes aux rayures vives bordèrent le chemin sous les hêtres pourpres. Les enfants couraient partout, tartelettes à la confiture et bâtonnets de menthe poivrée à la main, tandis que leur mère bavardait près du chapiteau du concours de roses. Il y avait des tombolas, des pâtisseries maison et une vente aux enchères silencieuse pour le toit de l'église. Mais au cœur de l'événement, dans le salon frais du presbytère, la véritable attraction reposait tranquillement sur son chevalet, le dévoilement du trésor depuis longtemps perdu. Portrait en lin de Lady Agnès Ferndale, fraîchement restauré, et retourné à Bardsley Hollow, après plus de 70 ans. Le tableau avait été découvert dans le grenier de Ferndale Grange, enveloppé dans une toile cirée et scellé dans une caisse destinée à Paris. On pensait qu'il avait été détruit dans un incendie après la Première Guerre mondiale. Désormais, sous la direction de la petite nièce de Lady Agnès, l'honorable Lavinia Nettlecombe, récemment arrivée du domaine de son défunt père en Cornouailles, le portrait allait occuper une place de choix dans le village. Le portrait lui-même était saisissant. Lady Agnès, représentée en 1872, portait une robe lavande ornée de dentelle au col et un camée violet au cou. Ses yeux, d'un gris pâle et larmoyant, exprimaient un calme mystérieux. Elle était belle, d'une beauté délicate et fanée, avec une expression ni sereine ni triste. « C'est plus qu'un simple tableau », avait déclaré Lavinia de sa voix claire et flûtée lors du discours d'ouverture. « C'est un morceau du patrimoine, villageois longtemps oublié, mais aujourd'hui reconquis. » Miss Marple, assise sur une chaise en osier près de la bordure d'hortensia du jardin, sirotait tranquillement son thé. Arrivée tôt, comme toujours, elle avait observé l'agitation des villageois se rassemblant comme des oiseaux autour d'une mangeoire bien garnie. Rien ne changeait jamais vraiment à Bardsley Hollow, et pourtant les gens changeaient constamment. Les manières, les regards, le tremblement occasionnel des doigts à la mention d'un nom. « Oh, Jane !» dit Madame Witherby, une femme bien intentionnée, mais un peu écervelée, avec un faible pour le Porto. Lavinia n'avait-elle pas l'air royal pendant son petit discours? On ne dirait pas qu'elle n'est ici que depuis 2 semaines. Elle est plutôt conquise, à ce qu'on m'a dit. Miss Marple hocha la tête d'un air absent. On dirait vraiment quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose, murmura-t-elle. Madame Witherby cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Mais avant que Miss Marple puisse répondre, un cri sourd venant du salon fendit l'air estival. Un fracas suivit, le bruit caractéristique du bois qui se fend, et le murmure de la fête se transforma en bavardage surpris. Le vicaire, un homme doux aux grandes oreilles et à la moustache d'excuse, sortit précipitamment de la maison en s'épongeant le front. « Mesdames et messieurs, lança-t-il en levant la main, puis-je vous demander à tous de rester calmes? Il y a eu un accident. » Miss Marple resta debout, son panier à tricot laissé sans surveillance sur le banc. « Je pense, dit-elle doucement, que je vais voir si quelqu'un a besoin d'aide. » À l'intérieur du presbytère, le salon était devenu un véritable lieu de confusion. Le chevalet gisait renversé sur le tapis persan, un pied cassé en 2. Le portrait avait glissé vers l'avant, face contre terre. Plusieurs invités rôdaient nerveusement, leurs tasses de thé serrées comme des boucliers. Une forte odeur de térébenthine et de camphre flottait dans l'air. Mais ce n'était pas le tableau tombé qui attirait l'attention de la salle. C'était la silhouette d'une femme en soie lavande, Lavinia Nettlecombe, effondrée au pied du chevalet, une tasse de thé en porcelaine brisée à côté d'elle.
Sa main gantée était repliée contre sa poitrine et son visage avait perdu toute couleur, à l'exception d'une rougeur violacée au niveau du cou. « Je crois qu'elle a été empoisonnée », dit calmement le docteur Hubert Grayling, agenouillé, près d'elle, bien que je ne puisse pas encore dire par quel moyen. Miss Marple, entrant à ce moment-là avec toute la gravité tranquille d'un observateur expérimenté, aperçut l'expression du visage du docteur, quelque part entre l'incrédulité et l'acceptation sombre. « Aucun signe de blessure ?» demanda-t-elle doucement. « Aucun, » murmura le médecin. « Mais regardez, ses lèvres sont décolorées, et il y a une odeur particulière. » Il se pencha. « Des amandes amères. » Quelqu'un haleta, probablement Madame Fanshawe, dont le talent pour le choc audible n'avait d'égal que son talent pour le blanc mangé trop cuit. Un agent de police avait été appelé, mais il faudrait près d'1 heure au sergent Tomlin pour arriver du village voisin. Pendant ce temps, le vicaire reconduisit les invités dans le jardin, s'efforçant de maintenir l'ambiance de la fête. Miss Marple resta discrètement près des étagères. Elle regarda le médecin poser le délicat sac à main de Lavinia et en examiner le contenu. Un mouchoir monogrammé, un petit étui à rouge à lèvres argenté, un flacon de parfum, un stylo plume, rien d'alarmant, rien de déplacé. Mais ce sont les fragments de tasses de thé qui ont retenu son attention. « Puis-je » demanda-t-elle doucement. Le médecin hocha la tête et se leva pour s'entretenir avec l'assistant du gendarme, arrivé à vélo de Lower Teeling. Miss Marple s'agenouilla. Un fragment était bordé d'un léger résidu laiteux. Elle remarqua également 3 tasses identiques disposées sur le buffet, chacune encore pleine. Lavinia avait-elle versé la sienne elle-même? Ou quelqu'un l'avait-il fait pour elle? Un valet de pied, embauché par une entreprise de restauration de St. Albans, fut retrouvé et interrogé. Il s'appelait Henry Ball et jura n'avoir fait que passer le plateau sans préparer le thé. « Elle a pris sa tasse elle-même, madame, » dit-il à l'agent. « Elle ne m'a pas laissé choisir pour elle. Elle était très exigeante. » Miss Marple fronça les sourcils. « Intéressant. La plupart des hôtesses ne sont pas si exigeantes, à moins qu'elles ne se doutent de quelque chose. »« Soupçonnez ?» demanda le gendarme. « Ou elle souhaitait que quelqu'un pense qu'elle l'avait fait. » Dehors, la fête s'était transformée en murmures et spéculations. Quelques invités récalcitrants insistaient pour emporter leur gain de tombola. Les enfants plus âgés étaient rassemblés par des nounous et des mères aux lèvres pincées. Lorsque le sergent Tomlin arriva, un homme au teint rouge, aux manières brusques et aux bottes impeccables, le portrait avait été soigneusement remis sur son support. Miss Marple y jeta un nouveau coup d'œil, remarquant cette fois quelque chose d'étrange. Le bord inférieur de la toile avait été légèrement rogné, comme si une signature ou une date avait été effacée. « Sergent, » dit-elle, comme si elle commentait la météo. « Je me demande si quelqu'un a vérifié si le tableau est bien l'original. » Il la regarda comme si elle lui demandait si les hérissons s'intéressaient au service bancaire. « Pourquoi? Ne le serait-il pas ?» Miss Marple sourit faiblement. « Oh, sans raison, seulement, eh bien parfois ce qui réapparaît après 70 ans n'est pas tout à fait ce qui a été perdu, mais peut-être que je suis simplement fantaisiste. » Et sur ce, elle retourna aux hortensias, soulevant son panier à tricoter comme si le monde n'avait pas bougé d'un pouce. Mais c'était le cas, car Lavinia Nettlecombe était morte. Un portrait du passé avait émergé de l'obscurité, et quelque part au milieu des étals de fleurs et des napperons en dentelle, un tueur attendait. La nouvelle de la mort subite de Lavinia Nettlecombe, lors de la fête du jardin du presbytère, se répandit dans Bardsley Hollow avec l'élan naturel d'une gelée printanière, d'abord doucement, inaperçue, puis soudain, mordante et omniprésente. Avant même que le soleil ne se couche derrière la crête qui bordait l'extrémité ouest du village, chaque salon, cuisine et jardin de Bardsley Hollow bourdonnait de nouvelles contradictoires, partagées à voix basse derrière des rideaux,
de dentelle et autour de tasses de thé qui teintent. Elle s'est effondrée, paraît-il, juste devant le portrait. Elle était déjà morte lorsque le médecin est arrivé. N'importe quoi, ma cousine Marjorie a dit qu'elle s'était simplement évanouie à cause de la chaleur. Il s'agissait d'une hypoglycémie. Du poison, dit Madame Fanshawe avec une assurance dramatique à son groupe de bridge de l'après-midi. C'était du cyanure, des amandes amères, dit-on, comme dans un roman policier. Croyez-moi, c'était un meurtre. La mention de meurtre, cela faisait même tiquer les plus bavards avec une pointe de prudence. Après tout, Bardsley Hollow n'était pas le genre d'endroit où ce genre de choses se produisait. Le pire scandale de ces dernières années avait eu lieu lorsque M. Tistleton, le banquier à la retraite, avait été surpris en train de vendre du gin dilué au club de golf. Un décès, surtout s'il était possiblement intentionnel, était une toute autre histoire. Pendant ce temps, Miss Marple retournait à son cottage, à l'orée de la place du village, avec sa grâce tranquille habituelle, ne s'arrêtant que pour saluer poliment d'un signe de tête le vicaire qui se tenait, déconcerté près de son portail en fer. Son salon, ombragé par un lierre rampant et rempli d'aquarelles encadrées de cornouailles, l'attendait comme un vieil ami. Elle posa son panier à tricot et se tourna vers la fenêtre. Les hortensias commençaient à peine à briller, au premier rayon du soleil couchant. Elle se versa une tasse de thé, non pas celui servi lors des fêtes, mais son Darjeeling préféré, frais et délicatement floral, et s'assit dans son fauteuil à haut dossier. Là, elle considéra les événements de l'après-midi non comme des chocs, mais comme des bouleversements. Car la mort de Lavinia Nettlecombe ne lui avait pas semblé fortuite. Miss Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que dans des villages comme Bardsley Hollow, toutes reliées si l'on regardait d'assez près, comme un châle en dentelle où le motif d'une boucle dépendait silencieusement du fil qui la précédait. Au Ferndale Arms, la seule auberge du village, l'atmosphère était chargée de spéculations. Le bar douillet, habituellement vide le dimanche soir, était désormais peuplé d'habitués et d'opportunistes qui avaient senti l'attrait magnétique de la tragédie. Les pintes étaient tirées avec plus d'ardeur, et les habituels murmures sur les scores de cricket cédèrent la place à des théories murmurées. Elle n'était pas bien, cette Lavinia, dit Bergudjon, le marchand de légumes, en s'essuyant la bouche du revers de la main. Un peu trop polie, à mon avis. Elle est arrivée comme si elle était chez elle. Elle était pourtant propriétaire de la vieille grange, n'est-ce pas? Demanda le vieux monsieur Calthorpe. J'ai entendu dire qu'elle en avait hérité après la mort de son oncle. Elle était restée vacante pendant des années jusqu'à son arrivée. Elle ne l'a pas faite indirect, mais là, quand même, murmura quelqu'un. Il n'a même pas ouvert l'aile principale. Il est resté seulement dans les chambres à l'est. Bizarre. Et ce cousin, comment s'appelle-t-il? Julian? Cela provoqua un léger murmure d'approbation. Julian Cranleigh était bel et bien arrivé au village moins de 3 jours auparavant. C'était un homme grand, aux cheveux clairs et aux lunettes qui reflétaient désagréablement la lumière. Il s'était présenté au vicaire et n'avait guère parlé depuis. Madame Weatherby, assise près de l'âtre avec son panier à crochets, se pencha. « Je crois qu'il est notaire, ou peut-être antiquaire. Ce n'est certainement pas un fermier. Il a emporté toutes ses malles avec lui, comme s'il avait l'intention de rester. Un de ces types discrets avec quelque chose derrière les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je sais, fit une voix derrière elle. C'était mademoiselle Myrtle Pierce, la postière locale, une femme à l'œil vif qui se targuait de savoir quand un colis venant de Londres avait plus de valeur qu'il n'y paraissait. Il a posté 3 lettres ce matin, toutes à des noms différents, mais elles portaient la même écriture, je le jure. Et elle est morte moins de 8 heures plus tard, murmura Madame Weatherby, comme si elle récitait une comptine. Le lendemain matin, le ciel était gris et humide, et l'odeur hésitante de la pluie approchait. Miss Marple se tenait dans son jardin, taillant sa lavande d'une main précise, lorsque l'agent Derry remonta l'allée de pierre, sa casquette à la main. Il affichait un air contrit,
comme le font souvent les jeunes agents face à une personne de l'âge et de la réputation de Miss Marple. « Mademoiselle Marple, bonjour. Le sergent Tomlin m'a demandé de passer. Il m'a dit que si vous aviez remarqué quelque chose d'étrange à la fête hier, vous auriez la gentillesse de le partager. » Miss Marple se redressa avec un sourire. Quel dévouement de sa part! Vous prendriez peut-être un peu de thé, constable? 10 minutes plus tard, ils étaient assis dans son salon, Derry remuant nerveusement le sucre dans sa tasse. Miss Marple, réservée dans son cardigan vert sauge, n'émit aucune théorie hâtive ni soupçon théâtral, se contentant d'observations discrètes. J'ai trouvé curieux. Et commença-t-elle doucement, que Lavinia soit si exigeante quant à la préparation de son thé. Cela suggère qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre pour le faire, ou qu'elle voulait donner l'impression qu'elle ne le faisait pas. Derry fronça les sourcils. Tu crois qu'elle soupçonnait que quelqu'un pourrait lui faire du mal? C'est possible. Ou peut-être voulait-elle que les autres la croient au-dessus de tout soupçon. C'est intéressant en soi. Elle marqua une pause, puis ajouta « Le tableau m'a également semblé légèrement inhabituel. » Le portrait. Oui. Il y a peut-être quelque chose dans les yeux. Ou peut-être est-ce simplement le cadrage. Je me demande qui l'a vu pour la dernière fois avant qu'il ne soit perdu. L'art a toujours tendance à refaire surface quand cela lui convient. Derry cligna des yeux. Tu crois que le tableau a quelque chose à voir avec la mort? Oh là là, je n'oserais pas spéculer, dit Miss Marple d'un ton innocent. Mais je trouve que lorsqu'un objet réapparaît après des décennies, il suscite souvent plus que de la nostalgie. À midi, le sergent Tomlin lui-même interrogeait à nouveau le presbytère. Debout dans le salon, les bras croisés, il examinait le chevalet désormais redressé et le portrait qui le surplombait. Son carnet, couvert d'une écriture nette et carrée, contenait plus de questions que de réponses. Il avait parlé au traiteur, mais aucun ne se souvenait d'avoir constaté quelque chose d'inhabituel. Les tasses avaient été lavées et relavées avant d'être expédiées. Le thé fourni en vrac par une épicerie de l'East Denshire avait été partagé par près de 20 invités, dont aucun n'était tombé malade. Seule Lavinia avait péri. Sa coupe, sa décision de se servir elle-même, son moment seul près du portrait avant sa chute, et puis il y avait la question du linge, de la toile en fait, murmura une voix. Tomlin se retourna. Un homme se tenait à l'entrée, les mains soigneusement croisées dans le dos. Julian Cranley, cousin du défunt, avait l'habitude d'apparaître juste au moment où la conversation se tournait vers lui. « Pardon ?» dit Tomlin. « Le tableau, » dit Julian. « Ce n'est pas l'un. C'est un nom romantique. C'est une toile, victorienne. Lourde, dense, très traditionnelle pour les portraits mondains des années 1870. Tomlin plissa les yeux. « Tu t'y connais un peu en peinture, n'est-ce pas ?» Julian hocha la tête. « Je donne des conférences de temps en temps, histoire de l'art. Je cataloguais la bibliothèque du domaine quand j'ai été convoqué ici. Connaissiez-vous bien mademoiselle Nettlecombe ?» Julian marqua une pause, les lèvres pincées. « Pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Nous correspondions, mais nos familles se sont brouillées il y a des années. Elle ne m'a contacté que récemment, après avoir hérité de la grange. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle quelqu'un voudrait lui faire du mal ?» Un silence plus long. « Non, dit-il enfin. Mais Lavinia était réservée, et la grange recèle plus de secrets qu'on ne le pense. » Tomlin haussa un sourcil. « Comme... » Julian esquissa un léger sourire. « Il te faudrait plus de temps que ton carnet ne te le permet. » Ce soir-là, Miss Marple se rendit seule au cimetière, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle réfléchissait. Un sujet trop délicat pour une simple compagnie. Elle s'arrêta près de la pierre tombale, usée par les intempéries de Lady Agnès Ferndale. Une petite pierre oubliée, à moitié engloutie par le lierre dont l'inscription était effacée. Quelque chose la tiraillait, un fil inachevé, une mort en public, un portrait retrouvé, une cousine fraîchement arrivée, une hôtesse trop soigneuse avec son thé. Les yeux bleus de Miss Marple, doux derrière ses lunettes à monture métallique, contemplèrent les tombes,
les arbres, le silence. « Ce n'est jamais le tableau lui-même, » murmura-t-elle. « C'est ce qu'il y a en dessous. » Et sur ce, elle se retourna vers le village, une idée vague se formant dans les coins tranquilles de son esprit. Le lendemain matin, une pluie fine tombait sur Bardsley Hollow, projetant un reflet argenté sur les ruelles pavées et les pierres du cimetière. Le calme n'était ponctué que par le chant occasionnel d'un pigeon ramier et le murmure des habitants naviguant dans la réalité fraîche, quoique légèrement troublante, de la veille. À l'intérieur du presbytère, le salon restait fermé, par une modeste enseigne en laiton sur laquelle on pouvait lire « Ne pas entrer sous l'autorité de la police ». Le vicaire, qui n'était jamais du genre à s'attarder sur les désagréments, mais qui respectait la lettre du protocole ecclésiastique et civique, avait soumis une déclaration écrite à la police et avait poliment annulé tous les événements du presbytère pour la semaine. Le sergent Tomlin, dont l'expérience s'était limitée jusque-là aux disputes avec du bétail et aux bagarres occasionnelles dans les pubs, se retrouvait désormais en terrain inconnu. Il s'était installé dans l'arrière-salle du commissariat, au-dessus de la mercerie, où l'odeur de naphtaline et de laine humide ne l'inspirait guère pour résoudre ce qu'il appelait en privé l'affaire du poison à peinture. Miss Marple, cependant, ne s'était jamais fiée aux titres officiels. Sa méthode, si l'on peut l'appeler ainsi, impliquait une forme d'intuition domestique, fruit de décennies d'observation. Les gens, croyait-elle, n'étaient complexes que lorsqu'on s'obstinait à les considérer comme uniques. En réalité, des schémas apparaissaient, de petites vanités, des hontes cachées, une multitude de péchés commis autour d'un thé et d'une broderie, déguisée en malentendu ou en indignation justifiée. Il était peu avant 10 heures lorsque Miss Marple reçut une visite inattendue. Le docteur Hubert Grayling arriva à son cottage, vêtu d'un imperméable gris, chapeau à la main, le visage crispé par l'inquiétude. « Je ne vous dérange généralement pas, Miss Marple, » commença-t-il après qu'elle l'eut invitée à entrer et qu'elle se soit mise à préparer une nouvelle théière, mais j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'apporter quelques éclaircissements. Miss Marple lui offrit le fauteuil à oreilles près de l'âtre. « On confond souvent clarté et spéculation, docteur, surtout quand les hommes commencent à discuter de leur motivation. Mais, s'il vous plaît, qu'avez-vous en tête ?» Il s'éclaircit la gorge. L'autopsie l'a confirmé, du cyanure, ingéré sous forme liquide presque certainement par le biais du thé. C'était rapide et puissant, et pourtant, personne d'autre n'a été touché. Exactement, c'est ce qui m'intrigue. Il y avait au moins 6 coupes prêtes à être utilisées, mais seule la sienne était empoisonnée. Miss Marple remuait délicatement son thé. Êtes-vous bien sûr qu'il n'a pas été ajouté après avoir versé la tasse ? Les preuves suggèrent qu'il était présent dans la tasse avant que le thé ne soit consommé. Alors la question se pose, n'est-ce pas? A-t-elle été piégée en choisissant cette tasse, ou était-elle destinée à quelqu'un d'autre? Le docteur Grayling fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle n'était peut-être pas la cible visée? Je constate simplement que sa mort n'a clairement profité à personne, mais qu'elle a pourtant provoqué de nombreuses répercussions. Le médecin sirota son thé, puis reposa la tasse avec un léger clic. Je dois avouer que j'ai eu du mal à la déchiffrer. Elle était posée, mais fragile, froide même, si je puis dire. Elle avait l'air de quelqu'un qui essaie de gérer quelque chose de plus grand qu'elle, dit doucement Miss Marple. Ces gens-là se sentent souvent dépassés. Pendant ce temps, au domaine de Ferndale Grange, Julian Cranlake s'était installé avec une facilité déconcertante. La grande demeure était dans un état de délabrement avancé, le lierre trop présent à l'ouest et une odeur de moisi dans les couloirs, mais l'aile avait été fraîchement dépoussiérée et aérée. Il avait élu domicile dans une salle de bibliothèque donnant sur la roseraie luxuriante. Le sergent Tomlin est arrivé tard dans la matinée pour lui demander quelques suivis, accompagné du gendarme Derry, qui griffonnait dans un petit bloc-notes avec une concentration sérieuse. Julian les accueillit avec un calme qui frisait l'indifférence. « Vous êtes venu pour Lavinia, bien sûr. Des demandes de renseignements ?
De routine, monsieur, dit Tomlin en jetant un coup d'œil autour du couloir étroit, où les portraits ancestraux semblaient froncer les sourcils face à l'intrusion. « Vous la connaissiez bien ?» demanda le sergent une fois qu'ils furent assis. « Nous avons correspondu, » répondit Julian en croisant ses longs doigts. « Mais je ne l'avais pas vue en personne depuis notre enfance. Son père, mon oncle, n'étaient pas des plus chaleureux. Et quand êtes-vous arrivé à Bardsley Hollow? 3 jours avant la fête, elle m'a invité. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour organiser la restauration du portrait. Elle était, selon ses propres termes, terriblement dépassée. Restauration? Oui. Elle avait récemment retrouvé le tableau et voulait s'assurer de sa provenance avant de le rendre au public. Tomlin tendit l'oreille. Et de quelle provenance était-ce? Julian hésita. C'est compliqué. Le portrait original de Lady Agnès n'a jamais été correctement catalogué. Personne ne pouvait dire avec certitude qui l'avait peint, même si Lavinia pensait qu'il s'agissait d'un George Frederick Watts ou peut-être d'une copie. Il y avait un désaccord. Lavinia l'a fait expertiser à Londres. Et vous croyez que c'était authentique? Julian esquissa un léger sourire. Je crois que c'était suffisamment précieux pour que quelqu'un s'y intéresse. Et cet intérêt n'était peut-être pas uniquement artistique. Le même après-midi, Miss Marple fit une visite discrète aux archives de l'église, installées dans un petit bâtiment en pierre derrière le porche. Avec la permission du curé, elle passa près d'1 heure à feuilleter de vieux registres. Danzy, le volume daté de 1871-1890. Elle a trouvé l'entrée pertinente. Lady Agnes Ferndale, inhumée en mars 1873 à l'âge de 32 ans. Veuve du colonel Basil Ferndale, décédé en 1871. Aucun enfant n'est mentionné. Aucun parent survivant n'est mentionné. Remarque, la succession est passée au cousin Edward M. Nettlecombe. C'était suffisant. En revenant par le sentier sinueux près du cimetière paroissial, Miss Marple repensa au portrait. Pas seulement au lin ou à la toile, mais au sujet. La robe lavande lugubre, la signature absente, le bord étrangement rogné. Il ne s'agissait peut-être pas simplement d'un héritage retrouvé, mais d'un message retrouvé. Et les messages s'en révélèrent souvent plus que ce que l'expéditeur souhaitait. En fin d'après-midi, l'ambiance au village était devenue plus instable. Des fleurs avaient été déposées devant le portail du presbytère, et l'épicier local rapportait des conversations chuchotées plus nombreuses que d'habitude à la caisse. Mademoiselle Myrtle Pierce, à la poste, remarqua une augmentation des télégrammes privés. Le nom de Julian Cranley avait été prononcé plus souvent en une journée qu'au cours de toutes ces années précédentes réunies. Et pourtant, ce n'était pas Julian qui attirait l'attention de Miss Marple, ni même le thé mystérieux. C'était Lavinia elle-même, son assurance, sa vivacité et le désespoir silencieux qui semblait s'accrocher à chacun de ses mouvements. De retour à son cottage, Miss Marple sortit un mot plié de la poche de son cardigan. Elle l'avait trouvé le matin même, glissé sous le couvercle de son panier à tricot, un étrange endroit pour la correspondance. Il n'était pas signé et l'écriture était prudente, presque hésitante. Ce n'était pas le thé qu'elle craignait, mais ce que le portrait révélerait. Elle n'aurait jamais dû le rapporter. Miss Marple le lut 3 fois, puis elle le replia, le plaça près de ses lunettes et se mit à préparer le dîner. Ses pensées étaient calmes, mais incessantes. Si le portrait n'était pas simplement une œuvre d'art, mais une preuve, que craignait Lavinia? Et plus curieusement, qui avait eu connaissance de cette peur et pourquoi l'avait-il réduite au silence? Bardsley Hollow, malgré ses jolies ruelles et ses haies bien entretenues, commençait à se transformer dans son esprit. D'un village paisible, elle se transformait en un lieu d'intention cachée. Et le masque, comme le lin de ce portrait, risquait encore de s'effilocher. Le jeudi, la bruine s'était dissipée, révélant un ciel purifié de toute tempête et de tout soupçon, du moins en apparence. Mais à Bardsley Hollow, l'atmosphère restait pesante.
La mort de Lavinia Nettlecombe avait laissé un vide non seulement à Ferndale Grange, mais aussi au cœur de l'attention du village. Elle avait ravivé des souvenirs, perturbé des routines, et commencé à éroder la douceur de la civilité sur des visages jusque-là considérés comme bienveillants. Le sergent Tomlin avait décidé, peut-être avec plus de confiance que de sagesse, que le premier suspect s'était rendu visible de manière opportune. Monsieur Julian Cranley. Trop de coïncidences. Pas, murmura-t-il à l'agent Derry, tandis qu'ils reprenèrent le chemin de Ferndale Grange. Il arrive quelques jours avant le meurtre. Il passe son temps à cataloguer des livres et des tableaux. Il s'y connaît sûrement en poison. Et il est proche de lui. Derry plissa les yeux. Adjacent à l'héritier, Tomlin ajusta son carnet. Si Lavinia n'avait pas de testament et qu'elle n'était pas mariée, la succession reviendrait à son plus proche parent. Il s'agirait de Cranley. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à retenir. Pas besoin de grand-chose, répondit Tomlin. Parfois, un mobile suffit. Mais Miss Marple, assise tranquillement à sa fenêtre, une bobine de fil bleu et un couvre-thé légèrement effiloché à la main, ne partageait pas ce sentiment. Un mobile, croyait-elle, était rarement statique. Il évoluait subtil et réactif comme le lierre sur la pierre. Une personne pouvait ne pas arriver avec l'intention de tuer, mais avec la bonne provocation, la bonne blessure rouverte, elle pouvait y parvenir. Elle avait commencé à dresser mentalement la liste de ceux qui avaient parlé à Lavinia lors de la fête. D'après ses souvenirs, Julian Cranley, Madame Isobel Fanshawe, le vicaire, Dr. Grayling M. Edwin Pike, le marguillier dans un sens plus lointain. Myrtle Pierce, la maîtresse de poste Miss Marple, soupçonnait également d'autres noms, mais ces noms avaient une lueur particulière, le genre que l'expérience lui avait appris à remarquer. À Ferndale Grange, Julian accueillit de nouveau la police avec son détachement désormais caractéristique. S'il ressentait de la pression, il ne la laissait pas paraître. « Vous continuez, sergent ?» demanda-t-il en les faisant traverser le couloir sombre. « Vous devez être très minutieux. » Tomlin ne perdit pas de temps. « Nous avons des raisons de croire que vous étiez la personne la plus à gagner de la mort de mademoiselle Nettlecombe. » Julian eut un rire sec. « J'aurais préféré une conversation avec elle, pas un enterrement. Pourtant, tu as le droit d'hériter. Cela dépend entièrement de la volonté, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, alors oui, par défaut j'hériterai de Ferndale Grange. Mais je vous assure, sergent, ce n'est pas une mince affaire. L'endroit a besoin d'interminables réparations, le toit fuit, et les impôts locaux sont dignes de l'enfer de Dante. Tomlin ne répondit pas. Il fit un geste vers la bibliothèque. « Ça vous dérange si on jette un œil aux livres que vous avez catalogués ?» Julian les fit entrer. Les étagères bordaient tous les murs, et l'odeur du vieux papier flottait dans l'air comme un parfum oublié. Sur une table centrale se trouvait un registre relié de cuir, ouvert à une page de l'écriture striée de Julian, volume 17, correspondance du colonel Ferndale, 1868-1871. Tomlin le feuilleta, feignant. L'intérêt. Tu as trouvé quelque chose d'inhabituel? Julian haussa les épaules. Des lettres, surtout. Certaines étaient ennuyeuses, d'autres un peu excentriques. Une ou deux laissaient entrevoir des tensions familiales, mais rien que je qualifierais de scandale. Et le tableau? Demanda Tomlin. Julian marqua une pause. Il venait d'un restaurateur londonien. Lavinia a été très attentive. Elle a payé une somme considérable pour le remettre en valeur. Elle pensait que cela redonnerait un peu de dignité à la famille. « Y a-t-il eu quelque chose d'indigne avant ?» demanda Derry d'une voix calme. Julian ne répondit pas tout de suite. Puis, Lady Agnès est morte jeune. Il y avait des rumeurs, des histoires de famille. Certains parlaient de suicide, d'autres de liaison. Mais vous savez comment. Sont les familles. Elles préservent leur mythe. Tomlin l'écouta en silence. Il ne savait pas trop quoi penser de Julian Cranley, mais il savait que cet homme était intelligent. Cela suffisait à le maintenir sur la liste. Miss Marple, quant à elle, avait choisi une voie différente.
Elle marcha avec une lenteur délibérée dans Chapel Lane et tourna sur Holly Rise, où Madame Isobel Fanshawe vivait dans une maison trapue avec des volets trop lumineux et la haie de Troène la plus impeccablement taillée du village. Madame Fanshawe ouvrit la porte avant que Miss Marple ne puisse frapper. Preuve, s'il en était, besoin qu'elle avait observé depuis le salon. « Jane, j'espère que tu es venue pour discuter sérieusement. Tout est devenu un peu fou, n'est-ce pas? J'ai dit à ma nièce à Bath que quelque chose de terrible allait arriver cette année. D'abord les renards dans le cimetière, et maintenant ça. » Miss Marple sourit doucement. « J'espérais vous parler de la fête. Vous avez parlé à Miss Nettlecombe, n'est-ce pas? »« Oh oui, » dit Isobel en la faisant entrer. Juste après le dévoilement du tableau. Elle semblait perturber Jane. Elle était très charmante, mais elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers le chevalet, comme si elle s'attendait à ce qu'il tombe tout seul. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de particulier? Madame Fanshawe hésita, se versant 2 tasses de thé trop infusées. Elle m'a demandé si je savais qui avait vu le portrait pour la dernière fois avant sa disparition. Je lui ai dit qu'il avait été emballé en 1914, juste après la première alerte allemande. Tout le monde cachait de l'argenterie et tout ça. A-t-elle mentionné ce qu'elle comptait en faire? Juste qu'elle voulait que ça soit montré à nouveau. Quelque chose sur la réappropriation de la vérité. Très dramatique. J'ai trouvé ça assez étrange. Miss Marple hocha la tête en sirotant poliment. A-t-elle l'air, effrayée? L'expression de Madame Fanshawe vacilla un bref instant. Oui, admit-elle, même si je ne voulais pas le dire. Elle avait l'air d'une femme qui portait plus qu'un héritage familial. Miss Marple se leva quelques minutes plus tard, remercia son hôtesse et partit dans la lumière de fin d'après-midi. Sa prochaine visite fut pour Myrtle Pierce, qui fermait le guichet de la poste pour la journée. « Je ferme à clé, Miss Marple, » dit Myrtle, surprise. « Mais vous pouvez intervenir un instant. » Miss Marple entra et remarqua l'arrière-salle, remplie de paquets de colis en papier brun et d'un vase de jonquilles fanées. « Je me demandais, Myrtle, si tu te souvenais de quelque chose à propos du message de Miss Nettlecombe. » Myrtle se raidit légèrement. « J'ai déjà parlé au sergent Tomlin. »« Oh, j'en suis sûre, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Mais il ne saurait pas demander si Lavinia s'est déjà écrit à elle-même. » Myrtle cligna des yeux. « À elle-même? C'est une vieille astuce, » dit Miss Marple, « utile pour garantir la survie d'un message après la mort. » Myrtle hésita, puis tendit la main sous le bureau et en sortit une enveloppe couleur crème. Elle est arrivée le lendemain matin de la fête. Adresse Ferndale Grange. Pas d'adresse de retour. Cachet de la poste d'East Denshire. Miss Marple le prit et l'étudia. Cela vous dérangerait-il vraiment si je vous empruntais ça? Ce soir-là, dans l'intimité de son cottage, Miss Marple ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule page dactylographiée. Agnès ne s'est jamais noyée. Le portrait est erroné. Elle était déjà morte avant qu'ils ne disent qu'elle était partie. Miss Marple lut la note 2 fois, puis la replia dans l'enveloppe et la plaça dans son tiroir à côté de la première note anonyme. Faux héritage. Provenance falsifiée. Une femme terrifiée par ce que révélerait son portrait de famille. Et maintenant, plus que jamais, Miss Marple était certaine que Lavinia avait été réduite au silence. Pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle avait découvert. Le lendemain matin, après que Miss Marple eut lu la lettre dactylographiée menaçante, le ciel avait de nouveau changé. Un étrange vent sec soufflait dans Bardsley Hollow, faisant vibrer les vitres et soulevant de petits tourbillons de poussière le long de l'allée de l'église. Le temps avait encore changé d'avis, comme c'est souvent le cas en Angleterre, mais le malaise dans le village n'avait pas diminué. Miss Marple était assise près de sa fenêtre, une petite boîte à couture sur les genoux, ses lunettes posées sur le bord du nez. Mais le point de croix qu'elle tenait à la main restait intact. Au lieu de cela, elle fixait le dehors à travers la vitre vacillante, observant Julian Cranley marcher seul vers le presbytère, son long manteau légèrement emporté par la brise.
Il s'arrêta devant le portail, leva les yeux vers le clocher de l'église comme pour s'assurer d'un jugement, puis entra. Elle prit une note mentale. Julien était venu par hasard à la demande du vicaire, qui avait lui-même reçu une demande particulière. Je ne savais pas trop à qui d'autre m'adresser. « Saint-Eater », admit le vicaire en remontant ses lunettes sur son nez et en conduisant Julian dans le salon. « C'est à propos du portrait. » Julian le suivit jusqu'à l'endroit où l'effigie de Lady Agnès se tenait toujours sur son chevalet, drapée désormais, dans une étoffe de mousseline par respect, ou peut-être pour apaiser son regard troublant. « Je parcourais les registres paroissiaux hier, » poursuivit le vicaire, « et je suis tombé sur une entrée dans le grand livre de 1873. Il s'agissait d'une donation de la succession du colonel Ferndale, faite peu après le décès de sa femme. Une donation assez importante, en vérité. Mais le plus curieux, c'est la note qui y était jointe. On y lit « Pour assurer le silence et le sanctuaire jusqu'à ce que le linge soit plié pour de bon. » Julian cligna des yeux. « C'est étrangement poétique. »« Oui, n'est-ce pas ?» Le vicaire semblait mal à l'aise. « Presque rituel, mais cela m'a amené à me demander... Pourrait-il y avoir quelque chose dans le tableau lui-même? Quelque chose de plus que du pigment et de la toile? Julian hésita, puis s'avança et souleva délicatement la mousseline. Le portrait, lui, rendit son regard toujours aussi serein et énigmatique. Il s'accroupit et examina le bord inférieur. « Vous avez mentionné plus tôt que le tableau avait été recadré. »« Oui, environ 1 pouce, je dirais, » répondit le vicaire, à son retour de restauration. Julian examina le cadre. Les coins inférieurs étaient légèrement irréguliers, à peine perceptibles à moins de chercher. Et là, en bas à droite, il remarqua quelque chose d'étrange. Une légère couture. Il fouilla dans son manteau et en sortit un canif. D'un geste prudent et réfléchi, il enfonça la lame dans la couture et l'ouvrit délicatement. Un petit compartiment apparut pas plus grand qu'une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un morceau de lin plié, jauni par le temps, et noué d'un ruban violet délavé. « Mais qu'est-ce que... » murmura le vicaire. Julien déplia le tissu et, ce faisant, quelque chose vola au sol. Un morceau de papier aussi cassant que des feuilles sèches. Il le ramassa. Écrit à l'encre sépia, toujours lisible malgré le temps, étaient bons les mots suivants. « Si la vérité est enterrée, qu'elle ne soit pas enchâssée. Agnès n'est morte ni par la mer ni par la main, elle a été emportée par le silence. » Le compartiment du portrait fit sensation à la gendarmerie. Le sergent Tomlin, convoqué au seuil, presbytère dans l'heure, resta figé tandis que Julian expliquait comment il avait découvert la niche cachée. La découverte de ce qu'on appelait désormais la confession de Lady Agnès sur le linge déstabilisa le sergent. « Vous dites que le portrait a été modifié pour cacher cela ?» a-t-il demandé. Julian hocha la tête. Le compartiment. Ça était encastré dans le cadre. Il ne faisait pas partie de la toile, mais il était clairement destiné à être découvert uniquement par quelqu'un sachant où regarder. Tomlin fronça les sourcils. Mademoiselle Nettlecombe aurait-elle pu le savoir? Elle a dû se douter de quelque chose, répondit Julian. Elle était obsédée par la restauration du portrait et a même insisté pour qu'il soit restitué ici plutôt que de le garder secret. Il est possible qu'elle ait cru qu'il contenait une vérité cachée. Tomlin se gratta le menton. Ça ne nous dit toujours pas qui l'a tué. Non, a convenu Julian, mais cela donne un contexte à sa mort. Miss Marple était assise avec le docteur Grayling lorsqu'elle apprit la nouvelle. Elle partageait tranquillement une tasse de café dans le modeste salon du médecin, où un vieux chat écaille de tortue se réchauffait sur le rebord de la fenêtre et où des volumes médicaux tapissaient la cheminée. Un compartiment. « Caché ?» répéta-t-elle. « C'est ce qu'on m'a dit, » répondit le docteur Grayling. « Julian Cranleigh l'a trouvé ce matin. On dit qu'il contenait un message suggérant que Lady Agnès n'est peut-être pas morte comme on le rapporte. Pas par la mer,
murmura Miss Marple, les yeux plissés. « C'est étrange. Ce que je trouve curieux, dit Grayling, c'est que Lavinia n'en ait jamais parlé. Si elle soupçonnait que le portrait était plus qu'une simple peinture, pourquoi ne pas se confier à quelqu'un ?» Miss Marple sirota son thé. Peut-être qu'elle ne faisait confiance à personne, ou peut-être qu'elle avait commencé à le faire, et c'est pour ça qu'elle est morte. Grayling pencha la tête. « Soupçonnez-vous, Julian ?»« Non. Ou plutôt, je pense que Julian en sait beaucoup, mais je ne crois pas qu'il soit un tueur. Ses gestes, ses réactions, même son absence de sentimentalité, suggèrent du détachement, pas de la culpabilité. » « Alors qui ?» Miss Marple sourit faiblement. « Telle est la question, docteur. » Ce soir-là, tandis que les ombres s'étendaient sur la verdure et que les lanternes du Ferndale Arms s'allumaient, une foule silencieuse s'était rassemblée. La nouvelle du message caché s'était répandue, et les conversations avaient pris une tournure plus sombre. « J'ai entendu dire que c'était un suicide, » murmura quelqu'un. « Agnès n'a pas supporté la honte. C'est ce que signifiait la lettre. »« Non, non, » rétorqua une autre. C'était un meurtre dissimulé par son mari. Le colonel était un homme brutal, tout le monde le savait. Miss Marple passa devant le pub sans se faire remarquer, sa présence aussi légère que la brume accrochée à la pierre. Elle avait un autre endroit où aller, l'église. Le vieux bâtiment était silencieux à cette heure-ci, à l'exception du tic-tac étouffé de l'horloge en laiton au-dessus du vestibule. Elle se déplaça avec précaution, allumant une petite bougie avant de se glisser sur le banc du fond. Là, elle resta assise et regarda. Ni l'autel, ni les vitraux, mais les murs, les registres. Et puis elle s'est souvenue, dans sa jeunesse. Peu après la guerre, elle avait aidé Madame Fullerton à trier le linge de l'église. Il y avait alors un curieux paquet, un ensemble de nappes d'autel, faussement étiquetées comme des voiles de deuil. L'une d'elles portait des initiales brodées dans l'ourlet, A.F. Dame Agnès Ferndale. Il pensait qu'il s'agissait d'un don. Mais que se serait-il passé s'il s'agissait d'un avertissement, et si le linge était censé rester dans l'église, et que quelqu'un l'avait emporté? Plus tard dans la soirée, Miss Marple retourna à son cottage et s'assit dans son fauteuil de lecture, une bougie allumée à côté d'elle. Elle déposa les 2 lettres sur la table, l'une anonyme, l'autre postée après la mort de Lavinia. Et maintenant un 3e message, enfoui dans le portrait. Tous partageaient le même ton, oblique, confessionnel, le deuil déguisé en mystère. Mais la formulation, elle sortit une loupe et relut. Le message en lin, pris par le silence. C'était une expression inhabituelle, au rythme peu anglais, presque ecclésiastique. Elle tapota doucement ses doigts. Et si l'indice ne se trouvait pas dans l'auteur du message, mais dans comment ils l'ont écrit, la langue était ancienne, stylistique, presque biblique. Et qui, à Bardsley Hollow, parlait avec de telles tournures de phrases? Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à M. Edwin Pike, le marguillier. Il l'accueillit avec une vivacité qui confinait à l'impatience. « Miss Marple, c'est toujours un plaisir, mais je dois dire que ces derniers jours ont bouleversé le village. »« J'en ai bien peur, » répondit-elle. « Je suis venue me renseigner sur le linge. » Il fronça les sourcils. « Les linges d'hôtel ?»« Oui, en particulier ceux donnés dans les années 1920. Je me souviens que le nom de Lady Agnès est apparu une fois lors d'un tri. Curieux, non? Une femme morte en 1873, et pourtant ses initiales retrouvées brodées sur un tissu 50 ans plus tard. » Monsieur Pike rit mal à l'aise. « Oh, j'imagine que c'était une coïncidence. »« Peut-être, » dit-elle avec cette douceur exaspérante et polie qui suggérait qu'elle n'en croyait pas un mot. À moins que quelqu'un n'ait utilisé le linge, non pas pour une cérémonie, mais pour se cacher. Elle l'observa attentivement, et à cet instant précis un clin d'œil, à peine un tic. Mais pour Miss Marple, c'était plus éclairant qu'une confession criée. Il restait encore quelque chose à déplier dans ce vieux tissu. La beauté paisible du vendredi matin à Bardsley Hollow contrastait avec les pensées confuses
de Miss Marple. Une rosée fraîche s'accrochait au toit de chaume et une odeur de pain frais flottait aux fenêtres de la boulangerie. Mais sous le charme pittoresque du village, un tremblement s'était installé, subtil et presque imperceptible, mais grandissant. Miss Marple était assise dans son jardin, préparant un petit bouquet de lavande et de pois de senteur. En coupant la dernière tige, son regard s'attarda sur un rouge-gorge sautillant entre les hortensias. « Toujours au même endroit », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'oiseau, même quand il y a du danger sous ses pieds. Ses pensées revinrent à M. Edwin Pike. La pointe de culpabilité, ou plutôt de malaise, n'était pas passée inaperçue. Pour quelqu'un dont le rôle impliquait la préservation de la mémoire et de la tradition, il s'était montré étrangement évasif au sujet du linge d'église et de l'étrangeté entourant les initiales de Lady Agnès. Une simple question l'avait agacé plus qu'il n'aurait dû. Et puis il y avait son lien avec les Ferndale. Lointain, certes, mais réel. La mère de Pike, décédée depuis longtemps, avait été la dame de compagnie de feu Agnès durant ses brèves années comme maîtresse de Ferndale Grange. Miss Marple s'en souvenait bien, car elle-même avait croisé un jour le jeune Edwin Pike au marché, portant fièrement la lettre de recommandation de sa mère. Depuis, Pike était resté à Bardsley Hollow. Jamais marié, jamais déménagé. Un homme ancré au même endroit, de plus en plus ancré. Miss Marple avait appris que ce genre de personnes gardaient souvent les plus vieilles vérités du village. Pendant ce temps, le sergent Tomlin commençait à se concentrer. Julian Cranley n'étant plus le suspect évident, il s'était tourné vers d'autres personnes de l'entourage immédiat de Lavinia. Parmi elles, Myrtle Pierce, la receveuse, des postes, était désormais la plus importante. Le raisonnement de Tomlin était clair. Myrtle avait accès à toute la correspondance, et si mademoiselle Nettlecombe avait reçu des menaces ou des avertissements, Myrtle les avait probablement... Pire encore, elle avait peut-être des raisons d'intercepter ou de retarder quelque chose qui aurait pu sauver la vie de Lavinia. Il la trouva dans l'arrière-boutique du bureau de poste, emballant des colis avec les doigts efficaces de quelqu'un qui préférait l'ordre et le silence. « Myrtle, commença-t-il, nous avons déjà parlé une fois, mais je dois te demander à nouveau. Étais-tu au courant de lettres inhabituelles que Lavinia Nettlecombe aurait reçues au cours de la semaine précédant la fête ?» Myrtle ne leva pas les yeux. « Seulement celui-là, sergent, celui qu'elle s'est envoyé. Tu es sûr que c'est elle qui l'a posté? Je ne peux pas le prouver, mais l'écriture était soignée, déguisée. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir quand quelqu'un veut qu'un message lui soit envoyé, sans que personne ne sache qu'il s'agit de lui. « Pourquoi a-t-elle fait ça ?» demanda Tomlin. De quoi avait-elle peur? Myrtle soupira puis releva enfin les yeux. Ce n'était pas seulement de la peur, sergent. C'était de la culpabilité. Culpabilité? Elle m'a dit un jour, en passant, qu'elle essayait de réparer certaines choses dans sa famille, que parfois le passé avait besoin d'être corrigé, quel qu'en soit le prix. Quel genre de choses? Je n'ai jamais posé de questions, et elle n'a rien dit, mais le tableau l'effrayait. Non pas ce qu'il montrait, mais ce qu'il représentait. Elle disait qu'il n'appartenait pas seulement à la famille. Il appartenait à la vérité. De l'autre côté du village, Miss Marple descendait Bramble Lane, l'étroit sentier qui longeait le cimetière et menait au verger de Ferndale Grange. Julian Cranley, rentré d'East Denshire plus tôt dans la matinée, s'occupait des pommiers, envahissant avec une paire de ciseaux et un air légèrement agacé. « Mademoiselle Marple, cria-t-il en la voyant s'approcher, « avez-vous l'intention de m'interroger à nouveau ?»« Pas du tout, monsieur Cranley. Je suis simplement venu vous demander un souvenir. »« Le tien ou le mien ?»« Les deux, je suppose. » Elle s'arrêta près de la clôture et posa ses mains sur le portail. « Te souviens-tu de quelque chose concernant la mère d'Edwin Pike ?» Julian pencha la tête. « Madame Pike ?»« Oui, vaguement. Je crois qu'elle est morte au début des années 1900. Ma mère disait qu'elle était trop intelligente pour son rang.
Elle était la compagne de Lady Agnès, assez proche pour savoir des choses qu'une famille préférerait oublier. Julian hocha la tête. Cela expliquerait l'étrange attachement d'Edwin à la grange. Il a un jour proposé d'acheter l'un des journaux de Ferndale aux enchères, bien après que le domaine soit tombé en ruine. Intéressant, dit doucement Miss Marple. Peut-être souhaitait-il contrôler le passé, ou le dissimuler. Elle marqua une pause, puis demanda « Avez-vous déjà entendu le nom de Jonathan Merrow ?» Julian fronça les sourcils. « Oui, je crois. Ce nom est apparu dans certaines des vieilles lettres que j'ai cataloguées. Un visiteur de la maison dans les années 1870. Une sorte de tuteur, je crois. Ou peut-être un invité. Il y avait des lettres de lui à Agnès. » Romantique, Julian esquissa un demi-sourire. Tendre, au moins. Le genre de lettre écrite avec affection et crainte. Miss Marple hocha la tête. « Et avez-vous trouvé des réponses ?»« Aucune, seulement ces lettres. Ce que j'ai trouvé étrange. »« Pas si étrange, dit-elle doucement, quand on pense à ce qui a pu arriver à Agnès. » Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple visita à nouveau l'église, demandant cette fois à examiner le registre des dons de la sacristie, sous prétexte d'aider le vicaire à réorganiser les archives. C'était une tâche fastidieuse, mais elle s'y attela avec une diligence discrète. Elle a trouvé l'entrée qu'elle espérait. Février 1922. Don de linge d'autel à la mémoire de A.M. par une âme dévouée en pénitence. A.M. Ce ne sont pas les initiales de Lady Agnès Ferndale, mais celles de Jonathan A. Merrow, ces lettres étaient simplement signées A.M. dans les entrées que Julian avait trouvées. Si Agnès ne s'était pas noyée, comme le suggérait le message caché du portrait, et si sa mort avait été dissimulée, alors quelqu'un l'avait pleurée en secret, quelqu'un qui se sentait coupable, quelqu'un qui était resté à Bardsley Hollow longtemps après que le scandale se fût apaisé. Miss Marple retourna à son cottage et réfléchit aux implications. Une histoire d'amour privé, une mort précipitée, un portrait censé célébrer une femme, mais qui au contraire l'occultait. Et voilà que, près de 50 ans plus tard, quelqu'un avait jugé bon de cacher à nouveau la vérité, cette fois par le poison. Elle alluma une lampe et passa en revue les notes qu'elle avait recueillies. Lavinia avait été sur le point de découvrir quelque chose. Peut-être l'avait-elle déjà fait, et dans sa quête de justice, elle avait été réduite au silence, mais qui se sentirait menacé par une histoire d'amour des années 1870? Ni Julian, ni Myrtle, mais Edwin Pike? De qui la mère avait-elle servi Agnès? Qui avait supervisé les registres de l'église? Qui était resté discret dans toutes les questions de tradition villageoise? Si Agnès avait été réduite au silence par sa famille, si son histoire avait été enterrée pour préserver la fierté de Ferndale, alors Pike, lié par la loyauté ou la honte, aurait pu prendre sur lui de s'assurer que les enquêtes de Lavinia n'atteignent jamais le reste du monde. Cette nuit-là, Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, le feu projetant de longues ombres sur son panier à tricot. Le village était silencieux, mais elle sentait le calme avant une tempête nécessaire. Quelqu'un à Bardsley Hollow avait tué pour préserver le silence. Et maintenant, il récidivait. Le portrait avait gardé son secret assez longtemps, mais bientôt, la mascarade prendrait fin. Le lendemain matin, l'aube était fraîche et fraîche, comme si l'air lui-même avait perçu la tension grandissante à Bardsley Hollow. Un léger givre argentait les haies et les toits, conférant au village un silence étrange. C'était le genre de journée où les voix portaient plus loin que prévu et où chaque pas sur les chemins pavés résonnait un peu trop fort. Les villageois, bien que vacants à leurs occupations habituelles, semblaient accablés par la suspicion qui persistait désormais dans chaque regard, chaque conversation interrompue. Miss Marple se tenait près de son foyer, se réchauffant doucement les mains. Elle avait peu dormi la nuit précédente, tenue éveillée par les échos accumulés de la peur de Lavinia, de l'histoire disparue de Lady Agnès
et des questions persistantes qui les reliaient depuis près de 50 ans. Son instinct, lui, disait que le portrait était plus que symbolique. C'était le fil conducteur d'une tapisserie de tromperie et de loyauté, de culpabilité et d'héritage, mais même elle n'avait pas anticipé ce qui allait suivre. Il était un peu moins de 10 heures lorsqu'un grand coup retentit dans High Street. La porte d'entrée du presbytère s'ouvrit brusquement et un jeune vicaire, M. Denny essoufflé, sortit en courant, les cheveux en bataille, le col de travers. « À l'aide !» cria-t-il assez fort pour que la moitié du village l'entende. Il s'est effondré, il ne respire plus. À l'arrivée du gendarme Derry, lui-même à moitié boutonné et essoufflé, une demi-douzaine de villageois s'étaient rassemblés devant les portes du presbytère. À l'intérieur, le spectacle était sinistre. Edwin Pike était affalé sur l'une des chaises à dossier rigide du bureau du vicaire. Ses lunettes étaient tombées sur le tapis et une main serrait encore un registre paroissial relié en cuir. Une tasse de thé à moitié bue reposait sur la table à côté de lui. Un léger parfum d'amande flottait dans l'air, amer et reconnaissable entre mille. Le docteur Grayling, appelé quelques instants plus tard, fit son constat rapidement et avec un profond soupir. « Cyanure », dit-il, « comme mademoiselle Nettlecombe. » Un silence stupéfait s'ensuivit. « Un suicide ?» demanda Derry d'une voix faible. « C'est possible », admit le médecin. Mais il s'interrompit en secouant la tête. À midi, le village grondait de nouvelles théories. Certains affirmaient que Pike était le meurtrier et que, rongé par la culpabilité, il s'était donné la mort. D'autres pensaient qu'il avait peut-être été victime de chantage, voire réduit au silence, par la même main qui avait empoisonné Lavinia. D'autres encore, les plus enclins à broder tant par la parole que par le fil, affirmaient qu'il s'agissait de Lady Agnès elle-même, son esprit exerçant son châtiment d'outre-tombe. Miss Marple, cependant, resta silencieuse. Elle était arrivée au presbytère peu après la découverte. Le vicaire, pâle et secoué, l'avait accueillie d'un hochement de tête tremblant. « Jane, » dit-il, « je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose se produirait dans mon propre bureau. » Elle posa une main réconfortante sur son bras. « Ce n'est pas votre faute, révérend. La vérité, une fois troublée, reste rarement enfouie. » Son regard se porta sur le registre relié en cuir, posé sur la table. L'agent Derry l'avait déjà scellé dans un sac, mais avant cela, Miss Marple aperçut l'inscription gravée en or. « Inhumation, 1870-1880. »« Puis-je vous demander, dit-elle délicatement, ce que M. Pike faisait avec ce volume particulier ?» Le vicaire hésita. Il avait pris l'initiative de vérifier certaines incohérences dans nos archives. Il a dit que certaines inscriptions ne correspondaient pas aux plaques commémoratives de la chapelle. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et le thé ?» Le vicaire fronça les sourcils. « Préparé en cuisine, comme d'habitude. Monsieur Pike l'a préparé lui-même. Il a insisté. » De retour à son chalet, Miss Marple a placé une seule feuille de papier sur sa table et a commencé à énumérer les décès. Agnes Ferndale, 1873, présumé noyé Jonathan Mayrow, disparu. Des archives après 1874, Lavinia Nettlecombe, empoisonnée. Des temps modernes, Edwin Pike, empoisonné, probablement auto-administré, pourtant, quelque chose la taraudait. Pourquoi Pike s'était-il tourné vers ce registre précis? Pourquoi était-il venu au presbytère et n'était-il pas resté au bureau paroissial où s'effectuait l'essentiel de son travail? Il y avait quelque chose qu'il avait besoin que le vicaire voie. Ou pas voir. Puis, on frappa à sa porte. C'était Julian Cranley. Il avait l'air inhabituellement perturbé. Puis-je entrer? Bien sûr, dit Miss Marple en désignant le salon. Julian ne perdit pas de temps. Je reviens de Ferndale Grange. J'étais de nouveau à la bibliothèque, en train de réexaminer une partie de la correspondance reliée. Il y a quelque chose que tu devrais voir. Il sortit de son manteau une vieille feuille pliée, aux bords effilochés et à l'encre délavée.
Elle était cachée derrière un double fond du bureau. Miss Marple accepta le drap et le tendit devant la lampe. C'était une lettre adressée par Jonathan Merrow à Agnès Ferndale, datée de février 1873. « Ma très chère Agnès, ils ne nous accepteront jamais. Votre cousin l'a clairement fait savoir. Si nous partons, il vous déshéritera et pire encore, il a menacé votre réputation par de viles insinuations. Il préfère vous voir mort que libre. Je ne peux pas vous demander de choisir, mais je vous en prie, ne le rencontrez pas seul. J'ai peur de ce dont il est capable. Pour toujours à toi, J.M. » Les doigts de Miss Marple se resserrèrent sur le bord de la lettre. « Sais-tu qui était le cousin ?» demanda-t-elle doucement. Julian hocha la tête. « Edward Nettlecombe, le grand-père de Lavinia. » Miss Marple se rassit, le souffle court. « Alors, l'héritage de cruauté n'a pas commencé avec la génération de Lavinia. Il s'est transmis, comme la grange elle-même, des vérités occultées et maintenant la vengeance. » Elle leva les yeux. « Tu crois que Pike était au courant ? » « Je crois que oui, » dit Julian. « Ou du moins il a reconstitué l'affaire. Peut-être craignait-il ce qui arriverait si l'affaire était révélée. Ou peut-être ne supportait-il pas de savoir qu'il avait servi une famille qui avait dissimulé un meurtre. » Miss Marple plia la lettre. Et Lavinia, en essayant d'arranger les choses, devint une menace pour toute la structure du mensonge. Elle se leva et se dirigea vers son bureau. Là, dans un petit tiroir, elle avait conservé un seul objet de sa visite aux archives de l'église. Un estampage d'une pierre tombale anonyme au fond du cimetière. Les initiales J.M. passe de date, pas d'inscription, juste la pierre. Il s'y. « L'ont enterré, dit-elle, discrètement peut-être dans la honte ou le secret, et la vérité est morte avec lui, jusqu'à ce que Lavinia commence à tirer sur le fil. » Julian fronça les sourcils. « Mais pourquoi Pike tuerait-il Lavinia alors lui-même » Miss Marple soupira. Peut-être croyait-il protéger quelque chose de sacré. Ou peut-être, finalement, a-t-il réalisé que tout cela n'avait servi à rien. Elle se tourna vers lui. « Les secrets s'enveniment, Monsieur Cranley. Laissés trop longtemps dans l'ombre, ils se fanent ou explosent. » Ce soir-là, tandis que les lumières du village clignotaient une à une, et que la brume recouvrait les champs, Miss Marple était assise dans une contemplation silencieuse. La mascarade se dénouait enfin, mais une pièce lui échappait encore. Dernier masque est resté en place, une dernière silhouette en arrière-plan, tirant les ficelles tandis que d'autres dansaient. Elle n'avait pas encore trouvé le tueur, mais elle était proche. Le lendemain matin, la pluie revint à Bardsley Hollow, douce et persistante. Elle humidifiait la verdure du village, enroulait le lierre contre les pierres tombales et zébrait les fenêtres du presbytère de traînées scintillantes. C'était une pluie lugubre, discrète mais régulière, comme si le ciel lui-même pleurait le passé qui commençait à s'infiltrer dans le présent. Miss Marple remuait tranquillement son thé à sa table de petit déjeuner, ses doigts effleurant à peine le bord de la tasse en porcelaine. Le feu crépitait doucement derrière elle, mais elle ne prêtait aucune attention à sa chaleur. Ses yeux n'étaient fixés ni sur la pièce, ni sur la pluie, mais sur quelque chose au-delà. Une image qui avait commencé à se former la veille et qui ne l'avait pas quittée depuis. Elle était proche maintenant, dangereusement proche. Les pièces avaient suffisamment bougé pour que l'arrangement final soit visible, mais elle n'osait pas précipiter le point final. Le motif devait être terminé, pas déchiré. Elle avait décidé, il était temps d'affronter directement le tueur, mais doucement. Peu avant midi, Miss Marple marcha sous la bruine jusqu'à Ferndale Grange, son châle serré sur ses épaules, son parapluie incliné pour protéger ses lunettes de la buée. Julian Cranley ouvrit lui-même la porte. Il n'avait pas quitté la maison de la matinée, lui dit-il, occupé à trier les effets personnels que Lavinia avait laissés derrière elle. Elle tenait un journal intime, dit-il en désignant la petite table du salon. Il n'était que partiellement rempli. Les dernières notes sont vagues, des réflexions surtout, des regrets. Miss Marple le ramassa et caressa délicatement la couverture.
Elle l'ouvrit à la dernière page, lut un instant en silence, puis referma le livre. Elle avait peur, a-t-elle dit. Oui, admit Julian. Je pense qu'elle savait que quelqu'un voulait la faire taire. Mais je ne crois pas qu'elle s'attendait à ce que cela arrive si vite. Et pourtant, murmura Miss Marple, elle a continué la fête avec le dévoilement, comme si elle mettait la vérité au défi de se révéler. Julian la regarda une question dans les yeux. « Croyez-vous qu'elle savait qui était derrière tout ça ?» a-t-il demandé. Miss Marple ne répondit pas. Pas directement. Elle posa sa propre question. « Monsieur Cranley, puis-je vous demander de nous rencontrer ce soir? Une petite réunion. Ici, dans la grange, juste quelques proches de Lavinia. Durant ces derniers jours, je pense qu'il est temps de la laisser s'exprimer en quelque sorte. » Julian fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Miss Marple croisa les mains. « Disons que je crois qu'elle nous a laissé un message. Un dernier. Et je crois qu'il aura plus de sens s'il est entendu en présence de ceux qui en ont le plus besoin. » Il hocha lentement la tête. « Très bien, qui voulez-vous comme cadeau ?» Elle lui a donné la liste. Le sergent Tomlin, le docteur Grayling, Myrtle Pierce, le vicaire et peut-être le plus curieux, Madame Isobel Fanshawe. Julian haussa un sourcil à ce dernier nom. Elle était l'une des rares villageoises à qui Lavinia se confiait, expliqua Miss Marple, même si Madame Fanshawe elle-même n'en avait peut-être pas conscience. Ce soir-là, juste avant le coucher du soleil, les invités choisis arrivèrent à Ferndale Grange. Le salon avait été préparé, les chaises disposées en demi-cercle et le portrait en lin de Lady Agnès remis à sa place d'honneur. Il trônait désormais sur son chevalet devant la cheminée, découvert et subtilement éclairé par 2 lampes en laiton, ses yeux pâles les observant se rassembler. Miss Marple se leva à chaque entrée, les saluant avec une efficacité douce. « Merci, Dr. Grayling. Je vous en prie, entrez, Myrtle. Bonsoir, sergent. Ah, Madame Fanshawe, vous avez l'air plutôt calme malgré le temps. » Isobel esquissa un sourire fragile. « Je devrais le dire, Jane, mais je dois avouer que je n'ai jamais été convoqué à une séance de spiritisme auparavant. »« Ce n'est pas une séance de spiritisme, » répondit Miss Marple d'un ton neutre, « mais je crois que c'est une réconciliation. » Une fois tous assis, Miss Marple prit place près du portrait, mince et posée sous son châle. Le feu crépitait, doucement derrière elle, projetant de longues ombres qui semblaient penchées, curieuses. « Je vous ai convoqué ce soir, » commença-t-elle, « car je crois que Lavinia Nettlecombe n'est pas morte simplement empoisonnée, mais d'un héritage. Un héritage qui a commencé il y a près de 50 ans, avec ce portrait et la femme qu'il représente. » Elle se tourna vers le tableau. Lady Agnès Ferndale, comme nous le savons maintenant, n'est pas morte noyée comme cela a été officiellement enregistré. Des preuves suggèrent qu'elle a été réduite au silence. Pourquoi? À cause d'une relation. Avec Jonathan Merrow, un homme dont l'affection est attestée dans les lettres retrouvées par Julian. Un homme qui a disparu peu après la mort d'Agnès. Un murmure s'éleva dans la pièce, mais Miss Marple continua sans s'arrêter. Agnès était enceinte. Elle avait l'intention de quitter la grange, mais son cousin Edward Nettlecombe, le grand-père de Lavinia, s'y opposa. Pour lui, un tel scandale aurait terni le nom de la famille. Agnès disparut donc, enterrée non pas au bord de la mer, mais sous des mensonges et des pierres anonymes. Myrtle se couvrit la bouche de la main. Le vicaire remua, mal à l'aise. Le Dr. Grayling fronça les sourcils. Miss Marple croisa les mains. Lavinia a découvert ça, ou du moins, elle n'en était pas loin. Elle ne connaissait peut-être pas tous les détails, mais elle en savait suffisamment. Elle savait que le portrait avait été retouché. Elle savait que quelqu'un au village se souvenait encore de la vérité. Elle s'arrêta, laissant le silence s'installer, avant de se tourner vers Madame Fanshawe. « Tu as reçu une lettre de Lavinia, n'est-ce pas, Isobel ?» La pièce tourna. Les yeux de Madame Fanshawe s'écarquillèrent puis se rétrécirent. « Oui, je l'ai fait. Un petit mot. Elle voulait me rencontrer, en privé.
Elle a dit que ça concernait le service de ma famille au Ferndale. Miss Marple hocha la tête. Parce que votre grand-mère, Madame Howard, était la servante de Lady Agnès, vous l'avez dit à Lavinia. Et Lavinia, à sa manière, comprenait que cela signifiait que vous en saviez peut-être plus que la plupart, ou du moins que vous aviez hérité d'histoire. Je ne m'en étais pas rendu compte, commença Isobel. Bien sûr que non, répondit gentiment Miss Marple, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Elle tourna les yeux vers le vicaire. Révérend, vous avez toujours été considéré comme un homme doux, mais votre famille, du côté de votre mère, je crois, avait des liens avec les Ferndale, n'est-ce pas? Le vicaire rougit. Oui, de loin. Ma grand-mère était une Ferndale de naissance, ce qui signifie, dit doucement Miss Marple, que vous, comme Edward Nettlecombe, vous vous souciez de l'héritage. Et du scandale? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Vous avez trouvé la correspondance de Lavinia, poursuivit-elle. Peut-être un mot laissé au presbytère. Vous avez compris qu'elle était sur le point de découvrir la vérité. Peut-être grâce à ses conversations avec Madame Fanshawe, ou grâce aux registres paroissiaux que Pike examinait. Vous avez décidé de l'arrêter. Mais pas par malveillance, par désespoir, pour préserver quelque chose que vous croyiez sacré. Non, dit le vicaire d'une voix rauque. Vous ne comprenez pas. Je le sais, dit Miss Marple. Vous pensiez que c'était votre devoir, que les secrets enfouis étaient faits pour rester enfouis. Et quand Edwin Pike est venu vous voir hier matin avec le registre, en quête d'absolution peut-être, vous avez paniqué. Tout le monde resta assis, stupéfait, dans un silence de mort. Même le portrait de Lady Agnès semblait fixer plus intensément son expression peinte transformée par l'éclat de la vérité. « Je ne voulais pas tuer Lavinia », murmura le vicaire, presque pour lui-même. « Je pensais pouvoir l'effrayer, la retarder, mais je me suis trompé de tasse. Elle s'est servie elle-même. » Le docteur Grayling se leva, le visage pâle. « Révérend », le vicaire baissa la tête. « Je ne voulais pas qu'elle meure, mais une fois que c'est arrivé, je n'ai pas pu l'empêcher. Quand Pike est arrivé avec le grand livre, j'ai su que tout allait s'écrouler. J'ai mis le poison dans son thé, j'ai fait passer ça pour un suicide, j'ai encore enterré la vérité. » Miss Marple hocha la tête, sa voix était calme. Mais il a refusé de rester enterré. Le sergent Tomlin s'avança alors, menottes aux mains. Le vicaire n'opposa aucune résistance. Tandis que les autres sortirent du salon, Julian resta avec Miss Marple. Le portrait était toujours à sa place, de nouveau silencieux. « Tu as tout vu, n'est-ce pas ?» demanda Julian. Miss Marple sourit faiblement. « Non, j'ai simplement observé les gens. Ils sont tellement cohérents lorsqu'il s'agit de préserver leur fierté. » Elle regarda à nouveau le portrait. Les yeux peints d'une femme longtemps silencieuse, enfin entendue. « Même le lin, murmura-t-elle, peut parler, si on écoute attentivement. » La pluie s'était arrêtée au matin, laissant Bardsley Hollow, propre et net, mais toujours silencieux. Ce n'était pas le doux silence d'un village anglais endormi, mais quelque chose de plus tendu, comme un souffle retenu juste avant de prononcer un dernier mot. Les événements de la veille s'étaient répandus avec l'efficacité que seul un village aux langues et aux oreilles acerbes pouvait produire. L'arrestation du révérend Allerton fut évoquée à voix basse derrière les rideaux tirés. Il n'y fut ni cri ni indignation. Au lieu de cela, le village réagit avec ce mélange si particulier d'horreur contenue et de préparation de sandwichs supplémentaires. Quelque chose de terrible s'était produit, et naturellement, il fallait y faire face avec solennité et en mangeant du concombre sur du pain blanc. Dans le salon de son cottage recouvert de lierre, Miss Marple était assise avec un exemplaire, plié du Gazette du Denshire de l'Est, même si elle ne le lisait pas. La veille, elle avait placé son dernier point dans l'étui. Mais il restait toujours des fils qui traînaient, des fils délicats qu'il fallait soigner. Et il y en avait un en particulier, un enchevêtrement discret qu'elle ne pouvait laisser sans surveillance. On frappa doucement à la porte. C'était Julian Cranleigh. Il entra dans son salon avec l'air légèrement perplexe de quelqu'un essayant, encore de comprendre que leur héritage familial
avait implosé sous la forme d'un ecclésiastique et d'un portrait en lin. « Tu as l'air bien reposé, » dit-il avec un sourire ironique. Miss Marple fit un geste vers le service à thé. « Les apparences, Monsieur Cranley, sont souvent notre dernier déguisement. » Il s'assit. « C'est étrange, vous savez, la grange paraît plus légère. Ce matin, comme si les murs eux-mêmes avaient expiré. »« Probablement, » répondit-elle. « Les vieilles maisons sont aussi empreintes de secrets que les gens. » Il se tut, son regard fixé sur la tasse de thé devant lui. « Croyez-vous qu'il avait vraiment l'intention de la tuer ?» Miss Marple réfléchit attentivement à la question. « Je crois qu'il voulait l'arrêter, qu'il ait voulu la tuer ou simplement la faire peur. Lui-même l'ignore peut-être. Mais dès qu'on jette du poison sur le chemin de quelqu'un, l'intention perd tout son sens. » Julian hocha la tête. « Et pourtant, ça ne semble pas tout à fait terminé. » Miss Marple le regarda d'un air sévère. « C'est peut-être parce que ce n'est pas le cas. » À la gendarmerie, le sergent Tomlin était assis derrière son bureau, frottant un doigt sur le coin de son carnet. L'affaire, selon les normes officielles, était classée. Le révérend avait avoué. Le mobile, bien que tragique, était simple, un homme accablé par un lien familial avec la honte, agissant pour protéger un héritage qu'il considérait à tort comme noble. Et pourtant quelque chose me démangeait. « Mademoiselle Marple, bonjour. » dit-il lorsqu'elle apparut sans prévenir à la gare. « Sergent, » dit-elle en joignant poliment les mains, « j'espérais que vous me permettriez d'examiner une dernière fois les objets trouvés dans le bureau du révérend. » Il haussa un sourcil. « Quelque chose en particulier ?»« Le journal, celui de Lavinia, et le registre que M. Pike avait sur lui à sa mort. » Tomlin les récupéra et les plaça soigneusement sur le bureau. Miss Marple s'assit. Elle ouvrit d'abord le registre, feuilletant des entrées qui n'avaient de plus d'importance depuis longtemps. Des pages remplies des noms des personnes enterrées, de leur âge, de la cause du décès et du lieu. Puis elle s'est arrêtée. « Voilà, » dit-elle en tapant sur une ligne datée 2 mars 1873, Agnes Ferndale, inhumée. Cause du décès. Fièvre soudaine. Inhumation en quarantaine. Tomlin fronça les sourcils. Ça contredit la version familiale. Ils ont toujours dit qu'elle s'était noyée. Exactement, répondit Miss Marple, parce que cette entrée avait été faite avant que l'article de couverture ne soit finalisé. Il était plus facile, voyez-vous, de dire qu'elle était perdue en mer, romantique, ambiguë, moins susceptible d'attirer l'attention qu'une fièvre soudaine. Elle se tourna ensuite vers le journal de Lavinia. Les dernières pages étaient parsemées de pensées inachevées, de bribes de mots trop prudentes pour signifier clairement quoi que ce soit. Mais une ligne ressortait. Il observe encore. Il prétend réconforter. Il prie. Mais sa voix ne tremble que lorsqu'il ment. Miss Marple appuya sur la touche et regarda Tomlin. Elle n'avait pas peur du révérend. Pas à ce moment-là. Cette phrase avait été écrite avant qu'elle ne lui parle. Quelqu'un d'autre l'effrayait. Quelqu'un qui lui offrait une prière. Quelqu'un autre que le révérend. « Dr. Grayling ?» demanda lentement Tomlin. Miss Marple ne dit rien. Au lieu de cela, elle ferma le journal, se leva et lissa sa jupe. « Je pense qu'il est temps que je parle au médecin. » La maison du médecin se trouvait juste à l'entrée du village. C'était une demeure modeste, avec du lierre rampant le long de la cheminée et un petit jardin d'herbes aromatiques près de la fenêtre. Le docteur Grayling accueillit Miss Marple avec sa politesse chaleureuse habituelle, malgré une lassitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Mademoiselle Marple, » dit-il en désignant le feu, « j'aurais bien aimé vous voir. » Elle s'assit. « Je suis venu vous poser des questions sur Lavinia, sur vos conversations avec elle, et sur ce qu'elle a pu vous dire à propos de sa découverte. » Grayling esquissa un mince sourire. « Nous parlions souvent, elle était troublée. Je pensais que c'était à cause de l'héritage, le fardeau de découvrir des secrets de famille. Vous a-t-elle parlé du portrait ?
De sa conviction que Lady Agnès avait été assassinée? Un silence. Pas directement, elle a fait allusion. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Et a-t-elle aussi laissé entendre que quelqu'un du village avait contribué à l'étouffer? Quelqu'un qui était peut-être encore en vie? Grayling la regarda pendant un long moment. Puis il dit « J'avais 16 ans quand le grand-père de Lavinia est mort, Edward Nettlecombe. Je me souviens très bien de lui, froid, exigeant. Mais son frère, le père du révérend Allerton, était pire. » Il se leva et s'approcha de la cheminée, fixant la photographie qui y reposait. « Ce que peu savent, c'est que j'ai été élevé par l'Église. Mes parents sont morts jeunes. Le père d'Allerton m'a recueilli un temps. Cette maison, cet homme, j'ai su très tôt que certaines choses ne devaient jamais être dites. » Miss Marple se leva également, sa voix douce mais ferme. « Connaissais-tu la vérité sur Agnès ?» Il hocha la tête. « Ce n'était pas toute la vérité, mais j'en savais assez. Je savais que quelque chose de terrible s'était produit. J'ai retrouvé l'ancienne entrée alors que j'avais à peine 20 ans. Mais que pouvais-je faire? Accuser un homme mort depuis longtemps? Salir toute une lignée? Tu aurais pu soutenir Lavinia, dit Miss Marple. Mais tu ne l'as pas fait. Je l'avais prévenue, murmura-t-il. Je lui ai dit de laisser tomber. Elle ne l'a pas fait. Il se retourna alors et, pour la première fois, son masque de contrôle glissa. Je ne l'ai pas empoisonnée, mais je savais qu'elle allait mourir, et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Miss Marple le regarda avec un calme empreint de tristesse. Parfois, la plus grande culpabilité réside dans le silence. Il se tourna vers le feu. « Faites ce que vous devez, Miss Marple. » Mais elle secoua la tête. « Tu t'es déjà suffisamment punie. Le révérend a agi. Tu as simplement choisi l'inaction. C'est un fardeau en soi. Mais le village aura besoin de ton honnêteté dans les jours à venir. » Plus tard dans la soirée, elle rentra chez elle sous un doux crépuscule. Dans son salon, elle souleva une dernière fois le portrait de Lady Agnès et le tourna vers la lumière du feu. Le regard de la femme ne semblait plus triste, ni serein. Il était différent maintenant, calme peut-être, mais enfin apaisé. La justice n'était pas arrivée d'un coup. Elle s'était insinuée, un secret murmuré à la fois, mais elle était arrivée. Alors que Miss Marple reprenait son tricot, le dernier rang de son modèle était presque terminé. Elle laisserait les aiguilles inutilisées ce soir. Après tout, il vaut mieux laisser certaines choses inachevées jusqu'à ce que le dernier nœud soit fait. Le dimanche suivant l'arrestation du révérend Allerton s'annonça avec une splendeur inhabituelle. Le ciel de Bardsley Hollow, autrefois gris et plombé, était désormais d'un bleu pâle, comme si la nature elle-même avait exhalé le poids de secrets depuis longtemps enfouis. Les cloches de l'église Saint-Mildred sonnaient solennellement, leur cadence familière résonnant sur les toits et les haies avec un espoir presque hésitant. Mais si le village paraissait inchangé aux yeux du passant, ses maisons impeccables, ses pelouses tondues et ses clôtures plantées de roses toujours aussi immaculées, quelque chose sous la surface avait changé. Les gens marchaient un peu plus lentement. Les conversations s'atténuaient, puis reprenaient. Une couture invisible s'était détachée du tissu de la vie villageoise, et si les fils avaient été renoués, la cicatrice demeurait. Miss Marple, qui ne manquait jamais un office dominical, se rendit à l'église avec son aplomb habituel. Elle portait un manteau gris pâle et son élégant chapeau de paille orné d'un modeste ruban de velours. Elle fut accueillie par des hochements de tête respectueux et de discrets murmures. Les villageois, reconnaissant de son intelligence discrète et bouleversés par ce qui venait de se passer, la considéraient désormais avec un mélange de révérence et de distance, non pas par peur, mais par reconnaissance. Miss Marplesea. Le banc où se tenait autrefois le révérend Allerton était désormais visiblement vide. Un vicaire-visiteur dirigeait les prières du matin d'une voix douce et hésitante. Le sermon, délibérément vague,
parlait de vérité, de miséricorde et du poids du passé, non pas comme un jugement, mais comme une réflexion. Après la cérémonie, l'assemblée s'attarda. Comme le voulait la tradition, du thé et des parts. De gâteaux au raisin furent servis dans la salle paroissiale. Ce dimanche aurait dû être typique, temps doux, bonne manière, mais ce ne fut pas le cas. Une tension flottait encore dans l'air, telle une brume qui refuse de se dissiper complètement. Madame Witherby s'approcha de Miss Marple, près de la table des rafraîchissements, à voix basse. « Jane, ma chère, j'espère que vous me pardonnerez, mais je n'ai jamais connu une situation aussi épouvantable de toute ma vie. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Nous ne choisissons pas les vérités qui nous frappent, Isobel. Nous choisissons seulement la manière dont nous les accueillons. » Et le pauvre révérend Allerton. Madame Witherby secoua la tête. « Je sais qu'il a mal agi, mais je ne peux m'empêcher de penser que ce n'était pas le cas. Tous c'est lui, c'est ça? » « Non, » répondit Miss Marple d'une voix douce. « Il a simplement ouvert la dernière porte. La corruption avait commencé bien avant sa naissance. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à son cottage, le moindre de ses mouvements étant mesuré. Elle s'arrêta pour couper quelques tiges de rosier fanées du jardin et déposa les fleurs dans un vase en verre sur le rebord de sa fenêtre. Un petit rituel, quelque chose de vivant à la place de ce qui était mort. Elle s'assit à son bureau et ouvrit un petit journal à la couverture en tissu fleuri délavé. Elle feuilleta plusieurs pages de notes, d'esquisses d'arbres généalogiques, de notes maculées d'encre et de coupures de journaux. Enfin, elle atteignit une nouvelle page et commença à écrire « Affaire, la mascarade du portrait, en lin victime, S. Lavinia Nettlecombe, empoisonnée. Edwin Pike, mort secondaire induite par le cyanure. Principal coupable, le révérend Charles Allerton, a empoisonné Lavinia, indirectement, a assassiné Pike, directement. Connaissance secondaire, Dr Hubert Grayling, au courant de Ars, la vérité historique, a retenu les avertissements, cause profonde, culpabilité intergénérationnelle et scandale caché entourant le meurtre de Lady Agnès Ferndale par son cousin Edward Nettlecombe en 1873. Preuve clé, portrait modifié. Contenant un message caché sur du lin, entrée historique du grand livre de l'Église, lettre personnelle de Jonathan Merrow, journal de Lavinia motif, préservation de l'héritage familial, évitement d'un scandale public, traumatisme psychologique lié à l'éducation dans un héritage de silence, résolution, confession et arrestation d'Allerton, divulgation des registres de l'Église, absolution informelle de Grayling par le biais de la connaissance publique. Elle marqua une pause et reposa son stylo. Son écriture était devenue plus fine au fil des ans, plus sobre, mais ses pensées n'en étaient pas moins claires. Comme toujours, elle n'écrivait pas pour un document officiel, mais pour elle-même, pour se souvenir. Un fil tissé dans le temps. Plus tard dans la soirée, Julian Cranley revint. Ses pas étaient plus mesurés, sans le détachement prudent qu'il avait marqué à son arrivée à Bardsley Hollow. Il avait l'air d'un homme qui avait appris quelque chose de vital, quelque chose sur la douleur, le sang et l'héritage, et qui avait enfin décidé de vivre vers l'avenir plutôt que vers le passé. Mademoiselle Marple la salua-t-il en lui offrant un paquet enveloppé dans du lin doux. « Je voulais que vous ayez ceci. » Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un croquis au fusain, délicatement dessiné, de Lady Agnès, assise sous une cise. Arche dans les jardins de Ferndale. Le portrait était similaire à celui du portrait, mais plus doux, plus intime. C'était une étude d'une femme sans défense. C'était parmi les papiers dans le bureau, dit Julian. Je crois que c'était Jonathan Merrow. Il a signé le dos de ses initiales. Miss Marple hocha la tête, ses yeux scrutant l'image. C'est ainsi qu'elle souhaitait qu'on se souvienne d'elle, a-t-elle déclaré. Julian s'attarda un moment avant d'ajouter « J'ai l'intention de vendre la grange. »
Miss Marple n'avait pas l'air surprise. « Trop de fantômes ?» demanda-t-elle doucement. « Pas seulement des fantômes. Des fondations bâties sur la peur. Ce n'est pas une maison. C'est un mausolée. » Il hésita. « J'aimerais tout recommencer, dans un endroit honnête. » Elle sourit, mais son sourire était teinté d'une certaine mélancolie. « Alors tu as appris la leçon la plus importante. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, laisse place à la guérison. Les mensonges ne font que laisser place aux ombres. » Il attrapa son manteau. « Si jamais tu passes par l'Oxfordshire, tu seras toujours le bienvenu. » Et avec un dernier signe de tête, il partit. Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau, près de son feu. Dehors, le village était silencieux, ses secrets enfin révélés. La tempête était passée. Pourtant, une étrange paix subsistait, née non pas d'une ignorance béate, mais d'une catharsis. Elle jeta un coup d'œil au portrait en lin, suspendu temporairement dans son salon. Julian lui avait demandé d'en prendre soin jusqu'à ce qu'il soit restitué aux archives familiales Ferndale. Elle se leva et s'en approcha. De près, Lady Agnès semblait à la fois plus proche et plus lointaine que jamais, un écho du passé, désormais comblé par la souffrance, l'amour et une jeune femme déterminée qui refusait de détourner le regard. Miss Marple toucha doucement le cadre. « On se souvient de toi », murmura-t-elle. Puis elle retourna à sa chaise, reprit ses aiguilles et se remit à tricoter. Le châle commencé des semaines auparavant, simple et chaud, était presque terminé. Rien ne pressait. Le dernier rang pouvait attendre demain. Matin dehors, le vent soufflait doucement dans le jardin. Il n'était plus obsédant, seulement des murmures.